Bonjour, donc je m'appelle Jessica Fievez et je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce principalement en droit pénal et en droit de la famille. Je ne fais que ça, que ça, que ça. Et au fil de ma carrière, j'ai pu rencontrer progressivement de plus en plus de cas d'aliénation parentale. Je l'ai même rencontré dès ma formation dans le cabinet dans lequel j'ai été formée, qui était spécialisé en droit pénal des mineurs, droit de la famille. Et ce sont des affaires qui m'ont tout de suite interpellée parce que ça dépasse le simple conflit de loyauté. On est dans des cas extrêmes avec parfois des points de non-retour qui sont atteints et ce sentiment d'impuissance, tant en ce qui concerne les parents qu'en ce qui concerne les professionnels et notamment les avocats. Et on va essayer de trouver différentes stratégies pour faire reconnaître l'aliénation parentale. Et ça, déjà, c'est une lutte au quotidien, parce que le parent aliénant ne se remet pas en question, il n'accepte pas ce concept. Les magistrats ne sont pas tous comme Marc Juston dans cette reconnaissance de l'aliénation parentale, ou en tout cas, c'est un concept qui est totalement écarté, parfois qui va être évoqué oralement, parce que les audiences devant le juge d'affaires familiales ou même le juge pour enfants, les débats sont oraux, hein, l'audience est orale. Pour autant, à l'écrit, on ne va pas retrouver dans les décisions le concept d'aliénation parentale. Et donc, en tant qu'avocat, on essaye de faire reconnaître alors j'évite d'utiliser le terme syndrome parce que c'est vrai que je l'utilisais jusqu'à ce matin, hein, jusqu'à tout à l'heure, mais quand j'entends les propos tenus par Monsieur Juston, j'y adhère totalement. Effectivement, nous ne sommes pas experts, nous ne sommes pas des médecins aptes à qualifier exactement ce concept de syndrome. Néanmoins, pour y être confronté régulièrement, on a développé une sorte de radar et on s'aperçoit très vite de ce qui est installé chez l'enfant de par les situations décrites par les parents qui viennent nous consulter. Alors parfois, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu... Il y a certains concepts qui sont à la mode, comme le pervers narcissique, la radicalisation à un moment donné, et puis l'aliénation parentale qui peut être utilisée à mauvais escient. Et il faut faire attention parce que ça viendrait décrédibiliser ce concept et il faut le ramener dans sa définition. Mais il n'y a pas de définition juridique parce que justement ce n'est pas un terme juridique. Et donc là est toute la difficulté. Personnellement, à ce jour, je n'ai aucune décision de justice qui vient donner clairement une définition de l'aliénation parentale, qui vient la reconnaître et qui vient finalement acculer un parent, en tout cas l'accuser d'aliéner son enfant. Donc c'est une lutte au quotidien et donc l'avocat va essayer d'utiliser tous les comportements du parent et les répercussions également sur l'enfant pour sa démonstration. Alors, on a différents moyens pour saisir la justice. Moi, je dis toujours à mes clients que je suis leur avocat pendant la procédure et après. Parce que c'est pas parce qu'on a une décision de justice que d'un seul coup, tout va se résoudre. Même si on a une décision de justice en faveur de ce qu'on voulait, elle ne sera pas forcément appliquée et des difficultés vont continuer à se poser. Et parfois ça va, et même dans les cas d'aliénation parentale, on dépasse le judiciaire, il y a une dimension évidemment psychologique et le judiciaire ne peut pas tout résoudre et au contraire il résout pas grand chose, quand bien même on arrive parfois à obtenir de bonnes décisions. Pour autant, c'est important pour le parent d'avoir l'impression de tout faire, de ne rien lâcher, et ça passe notamment par le judiciaire. Alors parfois, en première instance, quand on saisit le JAF, il peut arriver qu'on ait une mauvaise décision. Et là, quelle est l'opportunité de faire appel ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Parce qu'au contraire, l'enfant va considérer que on multiplie les procédures et il va même se sentir victime indirecte de cette procédure. C'est encore une procédure à mon encontre. On veut me forcer à y aller. Et certains parents peuvent être découragés et ne pas interjeter appel. Alors à voir, il faut étudier
l'opportunité, mais parfois ça peut être important de se dire mais je suis allée jusqu'au bout. J'ai fait la première instance, on a interjeté appel, on a alerté JAF, juge pour enfants, et j'ai tout fait. Maintenant, c'est entre les mains de mon enfant, de l'avenir, de l'autre parent, mais bon, il est pas apte à s'en rendre compte. Mais c'est avoir on se sent tellement impuissant qu'on veut, qu'on cherche à se ranger derrière le judiciaire. Alors, on peut saisir le juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, c'est celui qui va déterminer la résidence de l'enfant, la résidence principale. Donc l'exercice de l'autorité parentale, conjoint ou exclusif, ou la résidence principale ou résidence alternée, le droit de visite et d'hébergement, si on est dans le cas d'une résidence principale chez l'un, puis ensuite les questions de pension alimentaire. Ça s'arrête là. Finalement, donc les parents vont se battre pour la garde des enfants. Et parfois ils vont même dire ah j'ai gagné la garde. Mais il n'y a pas de gagnant en fait, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. En fait, il faut garder à l'idée que on est là dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, certains avocats, Monsieur Juston l'a rappelé tout à l'heure, certains avocats perdent cette idée. Quand on exerce en droit de la famille, il faut avoir à l'esprit que tout le débat judiciaire doit être gouverné par l'intérêt de l'enfant. Il faut penser à l'enfant en priorité et il faut mettre de côté ces conflits. Quand un divorce par consentement mutuel se passe de façon apaisée, mais c'est tellement plus agréable tant pour les parents que pour l'enfant et même les avocats, c'est beaucoup moins énergivore et ce qui en ressort de toute façon c'est même si parfois on a besoin de laver son linge sale et de faire beaucoup de reproches, mais ça doit passer peut-être par un autre terrain que les décisions judiciaires ou le divorce, même par consentement mutuel, parce que parfois on a des négociations en amont entre avocats qui sont virulentes, hein, quand bien même on passe par un divorce par consentement mutuel. Bon, c'est vrai que la médiation familiale, les thérapies, il y a chacun son métier et l'avocat devrait inviter à se diriger vers d'autres professionnels pour régler les conflits. Bon, c'est pas si évident. Alors nous, on peut saisir le JAF. Donc le JAF pour déterminer par exemple la résidence de l'enfant. Alors si on a un enfant, alors qu'il soit très jeune, 6, 7, 8 ans ou adolescent, il peut tout à fait refuser d'aller chez un de ses parents. Comment faire? On ne peut pas le contraindre. Quand bien même vous arrivez à obtenir une décision de justice en votre faveur, derrière, il n'y a pas de sanction si la décision n'est pas appliquée. Vous pouvez déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Il y a des actions pénales, effectivement c'est une infraction pénale. Pour autant, les décisions n'aboutissent pas sur des sanctions. Les parents vont réussir à se défendre. Oui, mais c'est dans l'intérêt de mon enfant, vous comprenez, il y a des violences psychologiques, il y a des accusations de part et d'autre, et ça ne mène pas à grand-chose. Ou alors les plaintes vont être classées sans suite. Et là, on se sent complètement démuni. Pour autant, d'avoir la reconnaissance de sa qualité de parent, de ses droits les plus élémentaires, dans le cadre d'une décision de justice, eh bien ça c'est important. Tant pour le parent rejeté que pour l'enfant, qui aura accès à la décision tôt ou tard. Alors nous, quels sont nos moyens en tant qu'avocats pour essayer de démontrer l'aliénation parentale ? On va utiliser les comportements. Alors on va utiliser plusieurs justificatifs. On peut avoir des échanges SMS entre les parents ou avec les enfants. On peut avoir des témoignages des proches. Alors parfois on nous dit mais les proches ce sont des témoignages de complaisance. Pas forcément. Vous avez par exemple le nouveau conjoint avec qui le parent rejeté a refait sa vie, qui est témoin direct de ce qui se passe à la maison et qui peut attester. Ce qu'il faut, ce ne sont pas des
des témoignages rapportés, des dires, des propos rapportés, mais des témoignages directs de ce à quoi le témoin assiste, du comportement de l'enfant. Là, ce matin, alors vous parliez de vidéo, attention, là, au civil, si on filme sans le consentement, c'est compliqué à utiliser. Bon, après, il y a des petites stratégies au pénal, on peut essayer de détourner la chose, mais on essaye d'utiliser, en fait, tous les moyens pour pouvoir justifier de cette aliénation parentale. Pour autant, oui. Question de la vie enfant. Voilà, c'est bon. Oui. Ce que disait Sébastien, c'est les témoignages aussi sur la vie passée. Alors effectivement, je vais y venir parce que on va essayer de démontrer donc cette manipulation qui est mise en place pour faire comprendre que la parole de l'enfant, elle est instrumentalisée. L'enfant agit parfois comme un petit soldat hein, du parent aliénant, et on va essayer de démontrer voilà ce qu'il en est. Et l'idée stratégiquement, en tout cas moi mon cabinet, c'est pas forcément de taper sur le parent aliénant. On va démontrer un petit peu ce qui se passe, les répercussions terribles sur l'enfant, et ensuite il va falloir démontrer les garanties du parent rejeté, les garanties morales, les garanties matérielles. Quand je parle de garantie morale, c'est que c'est un parent aimant, investi, qui a toujours été présent pour son enfant, tant avant que même après la séparation, et parfois pas forcément avant, mais en tout cas qui se bat après la séparation pour récupérer un lien avec son enfant. Et là, c'est important de le rappeler, l'enfant a la chance d'avoir deux parents, et tous ne l'ont pas, deux parents dont un papa ou une maman qui se bat pour faire rétablir ses droits les plus élémentaires de parents. Et ça, c'est important de le rappeler. Et donc on essaye de rappeler les garanties morales, mais également les garanties matérielles, en disant que c'est un parent qui dispose du logement adéquat, adapté pour recevoir son enfant, avec une chambre qui est déjà toute prête pour lui. Alors à Paris, les appartements sont un peu plus exigus, mais heureusement tous ne sont pas privés parce qu'ils habitent en studio, hein, mais tant qu'on a un logement décent pour recevoir son enfant, ou alors du temps de toute façon pour l'accueillir, du temps à lui consacrer. Voilà. Donc on démontre aussi les qualités, les garanties morales, matérielles du parent rejeté. Et on appelle à la responsabilité un peu du magistrat, en disant que mais si on écoute, en tout cas si on donne raison aux demandes, si on accorde les demandes du parent aliénant, par exemple, parfois c'est la suppression du droit de visite et d'hébergement, l'exercice exclusif de l'autorité parentale, etc. Eh bien, dans ce cas-là, on va atteindre un point de non-retour et on va mettre clairement les deux pieds dans le concept d'aliénation parentale. Alors, actuellement, j'ose même plus directement parler d'aliénation parentale dans mes conclusions ou dans mes plaidoiries. Je l'amène de façon plus subtile. Effectivement, on utilise le terme emprise. Conflit de loyauté alimenté par un seul parent. Mais c'est vrai qu'aliénation parentale, ça peut faire peur, et en tout cas, ce n'est pas retenu par les juges. Parfois, quand on considère que l'enfant est en souffrance, avec une situation de danger imminente, on peut aussi saisir le juge à bref délai. En tout cas, demander à être autorisé à assigner à bref délai. Donc là, le JAF va analyser notre requête, et s'il estime effectivement qu'il y a urgence, parce que les délais devant nos juridictions sont longs, hein, les juridictions sont très encombrées, et si le JAF estime qu'il y a urgence, on peut avoir une audience plus rapidement. Pour autant, ça ne présume pas de la décision qui sera rendue, et donc c'est un vrai combat pour démontrer ce qui se passe. Parfois, on va au-delà. On peut saisir le juge pour enfants, qui lui est le juge des enfants.
Il est là pour analyser si l'enfant est en situation de danger. Et dans les cas d'aliénation parentale sévère, c'est ce que moi j'essaie de démontrer. Pour autant, les juges ne sont pas tous réceptifs. L'enfant est en danger, on en parle, hein, ça peut être considéré comme des violences psychologiques très graves, et normalement le juge pour enfants s'en saisit. Pour autant, effectivement, nos juridictions sont encombrées, les juges pour enfants ont des cas sordides qui leur sont soumis au quotidien, et l'aliénation parentale, finalement, dans les degrés de gravité, c'est peut-être moindre que d'autres cas. Et j'ai le souvenir d'un juge pour enfants qui était réceptif, donc c'était très agréable parce que on a pu instaurer un dialogue à l'audience et qui nous dit oui c'est vrai, là il y a un problème, monsieur. Donc moi j'étais l'avocate de la maman qui ne voyait plus sa fille depuis, à l'époque c'était 2 ans. Une fille qui allait déposer plainte contre sa mère parce que sa mère avait osé lui dire bonjour dans la rue et elle considérait que c'était une violence psychologique de la part de sa mère, avec le papa qui l'accompagne au commissariat pour déposer plainte, mais le papa ne fait juste, l'accompagne simplement, hein. Et puis si son enfant ne veut pas voir sa maman, c'est de son choix. Le papa, lui, au moment où la mère vient récupérer l'enfant, il n'est pas là, il n'est pas à l'appartement. Donc il avait un comportement de toute façon qui donc lui, il faisait en sorte qu'on ne puisse rien lui reprocher. Il était là juste pour accompagner son enfant dans ses décisions, mais il ne prenait pas de décision. Bon, et puis finalement, il y avait tout ce travail de sape psychologique qui a été décrit toute la matinée. Le juge a perçu cette aliénation parentale qui était installée. Et l'enfant vivait les procédures comme des épreuves et ça rajoutait des reproches. Enfin, elle les reprochait à sa mère. Elle accusait sa mère d'avoir saisi le JAF pour établir une garde alternée. Elle accusait sa mère d'avoir interjeté appel, d'avoir saisi le juge pour enfants. Voilà, c'était des reproches. Et donc le juge pour enfants a dit, mais si je me saisis de ce dossier, si j'ouvre un dossier en assistance éducative, ça va être encore vécu comme une attaque de la mère sur sa fille et ça va aggraver la situation. Donc oui, effectivement, il y a un problème. Pour autant, dans votre intérêt, madame, dans l'intérêt de l'enfant, je ne vais pas ouvrir de dossier. Là, c'est terrible parce que vous avez une maman qui entend de la bouche du juge que oui, il y a cette difficulté, oui, c'est vrai, il y a ce concept d'aliénation parentale qui semble être installé. Pour autant, on ne va rien faire. Et voilà, il y a un sentiment d'impuissance. Alors, parfois, on a quand même des juges qui secouent un peu les parents. Alors, c'est pas menaçant, hein, et c'est vrai que ça va calmer tout le monde à l'audience, les parents, les avocats, parce que parfois, il y a aussi certains avocats qui ont des comportements odieux et qui vont tenir des propos en toute impunité, parce qu'une fois qu'on a la robe, on se sent capable de tout. Ça dessert plutôt qu'autre chose, finalement, l'avocat et son client, surtout devant un JAF qui, lui, agit, qui garde quand même en tête l'intérêt de l'enfant. Tout ça pour dire que je sais plus où je voulais en venir. Je suis partie sur les avocats odieux. Mais bon, l'avocat a un rôle certain à jouer, à garder en tête la finalité qui est rétablir le lien entre le parent et son enfant, rétablir ou le conserver. Voilà, il faut voir un petit peu, et donc il faut pas attaquer outre mesure l'autre parent en face, quand bien même on lui en veut et on aimerait qu'il disparaisse. Bon, il faut pas, il faut garder l'intérêt de l'enfant. On commence à parler de certains juges qui prennent des positions un petit peu plus. Oui, et certains, voilà, c'est ça. En audience, ils vont rappeler que, par exemple, les JAF, écoutez, là, ce qui se passe, c'est très grave. J'entends des conflits entre les parents. Vous n'avez pas parlé des enfants. Le conflit n'est pas réglé. Pour autant, les répercussions sur les enfants sont terribles. Et si ça continue comme ça, moi, je vais avertir le parquet et c'est le juge pour enfants qui sera saisi et on va aboutir à un placement. Et c'est pas ce que vous voulez pour votre enfant. Et là, ce sont des juges qui appellent à la responsabilité des parents
et les avocats aussi qui vont se calmer. Parce que c'est vrai que quand on franchit la porte du juge pour enfants, on est dans une autre dimension, avec cette épée Damoclès du placement de l'enfant. Alors ça peut être chez l'autre parent, ça peut être chez un tiers de confiance, mais ça peut être aussi une famille d'accueil, un foyer. Et j'ai déjà vu des cas comme ça, alors où les enfants, mais finalement ça pouvait leur faire du bien aussi, hein. Je dis pas que le placement c'est mal, mais des enfants qui étaient placés ou alors qui on prévoyait de les scolariser en internat la semaine et de revenir ensuite un week-end sur 2 chez chacun des parents. Et alors, je suis pas défaitiste sur le syndrome d'aliénation parentale. Une fois qu'il est, j'ai utilisé syndrome. Une fois qu'il est installé, c'est très dur, très très dur de s'en défaire. Pour autant, vous parliez tout à l'heure de désaliénation. Je sais pas si on peut parler de désaliénation, mais il y a des retours quand même positifs. J'ai déjà entendu alors une maman qui avait récupéré, quand je dis oui, récupéré sa fille, les relations avec sa fille. Parce qu'elle a organisé des sessions de shopping. Bon, elle a recréé des moments positifs avec son enfant. Ou d'autres qui se sont éloignés du parent, qui ont grandi en fait, hein, qui ont pris leur indépendance. Ils se sont éloignés du parent aliénant et finalement ils ont pris du recul et ils ont réussi à rétablir progressivement un lien avec le parent rejeté. Donc ça c'est positif, ça existe, il faut garder espoir. En tout cas il faut... C'est une lutte, hein, c'est très très dur à vivre. J'assiste au désarroi de mes clients. Et d'ailleurs, les pires cas que je rencontre, ce sont les mamans rejetées. On n'est pas, effectivement, c'est pas genré, hein, on n'a pas plus d'hommes ou de femmes. Mais moi, j'ai de plus en plus de mamans rejetées, et ce sont les cas les plus terribles que je peux rencontrer. Mais voilà, c'est une lutte au quotidien et je crois qu'il n'y a pas de baguette magique, effectivement, que l'on ait une décision de justice bonne ou moins bonne, que l'on ait un avocat chevronné ou pas. Alors, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Est-ce que vraiment la bataille judiciaire, c'est ce qu'il faut? En tout cas, je pense qu'elle participe de toute façon, de façon évidente, à ce combat qui est inévitable. Alors moi, je prends pas d'honoraires sur les juges pour enfants. C'est une saisine, on peut le saisir par... mais par contre, je prends des honoraires sur le JAF. Mais on peut le saisir par une lettre, hein, et le parent peut le saisir sans avocat, peut alerter le juge pour enfants. Pour autant, quand on est face à un parent aliénant, on a intérêt à être bien armé, parce que... il n'y a pas que l'avocat, c'est armé aussi psychologiquement. Il faut s'entourer, c'est vrai, hein, de professionnels, il faut s'accompagner. C'est même une des premières choses à faire, je crois que c'est consulter des professionnels de santé. Mais voilà, donc il n'y a pas de baguette magique, que ce soit magistrat, avocat, professionnel de santé, c'est un long combat et chaque cas est unique. Et pour autant, moi je garde l'espoir. Je me dis que c'est un concept quand même qui va... on en parle quand même de plus en plus. J'ai un frère qui fait des recherches sur les recherches internet, etc. Et il m'expliquait que le terme d'aliénation parentale était de plus en plus recherché depuis 5 ans. On en parle. Alors attention, il faut pas le vulgariser, il faut bien voilà, le définir, voilà, le circonscrire. C'est pour ça que il serait intéressant, effectivement, on n'a pas de formation à l'école du barreau, à l'ENM, j'ai pas l'impression non plus. Il y a des interventions comme la vôtre, et finalement c'est l'aspect psychologique plutôt que juridique, hein, qui serait vraiment important d'instaurer chez les professionnels. Je vois qu'en médecine il y a la nomenclature d'Intillac pour chiffrer les préjudices, les troubles mentaux sont aussi définis. Pour autant, l'aliénation parentale, il y a encore un gros travail à faire, quand bien même il est fait, mais pour la reconnaissance, et c'est ce qui importe, je pense, c'est vraiment cette de savoir ce que c'est et de pas déformer. Moi, j'en terminerai là-dessus sur l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure, qui a déposé plainte contre sa mère parce qu'elle lui a dit bonjour dans la rue. Elle a eu accès
aux conclusions des avocats, parce que bah, voilà, les enfants sont pas écartés des procédures, et elle a vu le terme d'aliénation parentale. Eh bien, son père a dit: tu as vu ma fille, ta mère te traite d'aliénée, t'es une aliénée mentale, tu ne sais pas penser par toi-même. Et voilà, c'est ça le danger aussi, c'est que bah, la méconnaissance du concept amène à des cas extrêmes, terribles. Donc, d'où l'importance de formation. On va vous solliciter un petit peu partout, en tout cas, on va essayer. Oui, cette notion de formation, de réflexion. Sur l'aliénation parentale, c'est une évidence. Sébastien, je pense que ton emploi du temps est booké pour les années à venir. Mais j'ai entendu également sur cette notion de l'intérêt de l'enfant. Et donc, d'une connaissance préalable de ce qui est bon pour le développement psycho-affectif d'un enfant. Or, vous le rappelez, Monsieur Juston le rappelait, dans vos formations en droit, vous n'avez pas à proprement parler, de formation sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Et donc les décisions sont prises, j'ai l'impression, sur le bon sens, et pas sur des connaissances scientifiques qui évoluent dans le temps, sur ce qui est nécessaire et comment fonctionne un enfant en fonction de l'âge, en fonction de ses vulnérabilités, en fonction de son environnement. Bref, ce qui est un peu notre quotidien, mais qu'on ne connaît pas non plus jusqu'au bout. Et c'est peut-être un préalable, avant même de connaître en détail les notions d'aliénation parentale, d'avoir déjà suffisamment peut-être de connaissances sur ce qui est bon pour le développement psycho-affectif d'un enfant. À l'inverse, moi qui n'étais pas formé à l'aliénation parentale avant qu'on bosse là-dessus, Sébastien, je dirais que c'est par le contraste avec les autres situations de maltraitance que je connaissais et que j'avais accompagnées depuis des années que je t'ai sollicité en disant non mais là en fait ça ressemble à rien. Tout ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre... Enfin, j'ai repris un peu des éléments là que tu as cités, des éléments projectifs chez le parent. Il y a quelque chose chez l'enfant qui correspond pas à un vécu propre et il va falloir qu'on bosse ensemble là-dessus parce que je pense qu'il y a des notions, là, il y a des concepts que j'ai pas, mais ça correspond pas à ce que je connais du développement psycho-affectif d'un enfant maltraité. Voilà. Et donc ces deux aspects me paraissent essentiels. Qu'on vous aide, quand je dis vous, les professionnels de la justice, à avoir des connaissances sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Et je repense à ça parce que au tout début de Virage, pendant 2-3 ans, la fac de droit de Strasbourg nous sollicitait pour intervenir un des directeurs, enfin des formateurs au niveau préalablement dans les études de droit. Alors, j'ai pu savoir à quel endroit au niveau du master de droit. Il me proposait d'intervenir sur 2 heures. Il avait réussi à dégager 2 heures sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Mais il me disait, en fait, ça n'existait pas avant. Et puis quand je vais partir, peut-être qu'ils vont pas te ressolliciter. En effet, ça a été le cas. Alors je sais pas si quelqu'un d'autre le fait, mais vraisemblablement, ça n'existe pas souvent. Et tu sais, on accueille tous les ans 2 auditeurs de justice, je crois que c'est le terme, donc des futurs magistrats. Et on a souvent 2 qui font le tour un peu du service de psychiatrie universitaire. Et donc je les amène sur différentes activités. Je les ai déjà amenés notamment au service de protection de l'enfance à Strasbourg. Et on découvre qu'elles n'ont pas, en effet, elles ont un intérêt, mais elles n'ont pas eu l'accès à ces formations de premier niveau, on va dire, qui sont, à mon sens, essentielles pour comprendre comment fonctionne un enfant et donc quel est son intérêt. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Et au cours de la journée, on a dit plusieurs fois que le parent rejeté peut se retrouver dans une situation de sable mouvant. Quoi qu'il fasse, il renforcera le problème. Et je voudrais souligner que nous aussi, les professionnels, on se retrouve souvent dans cette situation. Vous en avez parlé, Marc Juston. Et donc, je dirais, on se pose tous la question, mais quoi faire ? Je pense qu'une première chose à faire, c'est identifier quoi ne pas faire, en tout cas. C'est un petit peu comme en médecine, primare non nocere, d'abord ne pas nuire.
Et moi, je dirais, en termes de prévention primaire et secondaire, trop souvent, des professionnels, pensant bien faire, amplifient les comportements aliénants, ne serait-ce qu'en leur donnant une chambre d'écho ou une audience. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'assister à des entretiens de professionnels de première ligne qui accueillent, je sais pas, assistante sociale, qui accueille un parent et son enfant. L'entretien consiste à 99% à ce que le parent parle pour dire du mal de l'autre parent devant l'enfant, et le professionnel écoute comme ça. Écoute, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, tout ça devant l'enfant. Plus on suit des situations d'aliénation parentale, plus, j'ai déjà eu cette réflexion avec d'autres collègues, on a le réflexe d'arrêter tout de suite. Excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, voulez-vous qu'on fasse sortir votre enfant, voulez-vous qu'on se voit à part, qu'on prévoit un autre rendez-vous, etc. Mais ne pas donner cette audience, ou faire un pas de côté et dire, vous parlez souvent comme ça, vous partagez souvent avec votre enfant tout le mal que vous pensez de votre ex, et l'aborder directement. Et mon expérience, c'est que, en tout cas en termes de prévention primaire et secondaire, il faut être très direct. Il faut aborder explicitement que les comportements aliénants sont préjudiciables à l'enfant. On n'oublierait jamais assez que le parent aliénant, c'est lui l'acteur du changement. C'est lui qui a le plus de levier en main. Et tant qu'on peut l'atteindre, essayons de l'atteindre. Le plus simple étant de valider sa souffrance et d'attirer son attention vers le caractère préjudiciable de ses comportements. Donc, je vois bien que vous souffrez énormément, madame. Je vois bien que vous vous êtes sentie trahie, que votre souffrance est énorme, que vous avez beaucoup besoin d'en parler. Mais vous voyez, là, vous en parlez à votre fils. Et vous avez vu qu'il vous a dit plusieurs fois que lui, ça ne le regardait pas. Et que lui, il voulait continuer à voir son papa. Madame, avez-vous, mais je vois bien que vous avez besoin d'en parler. Avez-vous une copine avec laquelle aller boire des spritz et dire tout le mal que vous pensez de votre ex? Mais vous voyez, fait comme ça, c'est plus acceptable. Parce qu'on valide la souffrance avant de désigner les comportements aliénants. Et je voulais aussi évoquer autre chose qui peut aggraver l'aliénation parentale, c'est le fait que tous les professionnels qui tournent autour de la situation, parfois il y en a beaucoup, en fait se suradaptent à la situation. Un peu comme le parent rejeté. On est tellement terrorisé par cette situation qu'on n'a plus un comportement normal. C'est-à-dire, l'enfant est là, alors pourquoi tu veux pas aller chez ton père? J'aime pas sa manière de s'asseoir. Et nous, on est là, j'aime pas sa manière de s'asseoir. C'est-à-dire que plus personne autour de l'enfant ne se comporte normalement. À contrario, je me souviens comme ça, le contre-exemple d'une éducatrice d'AEMO, un peu sans filtre, qui, elle, réagissait. Donc, je ne vais plus aller chez mon père, j'aime pas sa manière de s'asseoir. Sa réaction immédiate, en un quart de seconde, c'était... Mais en fait, ça peut être bon pour l'enfant. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et cette même éducatrice, à l'ado qui dit, voilà, je reçois 200 € de la part de mes grands-parents paternels et je leur réponds pas, je leur mets en vue. Pour mon anniversaire, je les mets en vue, mais je réponds pas. Ah, toi, tu réponds pas à tes grands-parents qui ont souhaité ton anniversaire et mis 200 €. Ah, toi, tu réponds à tes grands... Je sais pas si vous voyez des repères éducatifs de base, un langage normal, en fait. Retrouver de la normalité, que l'enfant retrouve de la normalité, qu'il ne vive pas entièrement dans un univers parallèle. Et ça, tu vois, Sébastien, c'est possible uniquement quand il y a une ordonnance éducatrice d'AEMO. Ils n'ont pas le choix de l'avoir. Un professionnel psy, quand tu fais ça, l'enfant, il dit quoi? Je veux plus le voir, celui-là. Parce qu'il dit pas que j'ai une phobie scolaire, sociale et maternelle. Enfin, voilà, situation qu'on a pu avoir. Et donc, ils vont aller choisir le professionnel qui va valider. Et ils vont en trouver des psys qui vont valider leur discours, qui vont faire, oui, en effet, je sais pas trop quoi. Et donc, c'est vrai que l'obligation,
elle a quelque chose, ou l'indication, comme vous le disiez, elle a quelque chose de vertueux, c'est que ça ne donne pas le choix aux parents aliénants et à l'enfant. Et je crois que là-dessus, il y a quelque chose à faire. C'est un peu comme la menace de placement. Alors là-dessus, on a déjà parlé. Quel est l'intérêt d'un placement, de faire une parentectomie, on pourrait dire, du parent aliénant? Est-ce que ça a des vertus? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on a un risque de passage à l'acte chez l'enfant ou chez le parent aliénant? Ça, on en a déjà parlé. Les idées qui ont pu émerger chez certains JE de bon bah alors dans ce cas-là il va à l'internat scolaire et puis après c'est un week-end sur 2, ça semble être quelque chose qui a du sens, qui pense vraiment du sens. Est-ce qu'il y a que ça qui pourrait fonctionner? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut vraiment passer par là? Mais peut-être qu'on l'utilise peut-être pas assez. Alors, je vais rebondir sur l'internat. Il y a très très peu d'internats qui vont accepter ces enfants. En plus, vous avez des parents aliénants qui vont installer sa tente Décathlon sous le mur. Et donc, il y a toujours le contact entre le parent aliénant, les risques de fugue, les risques de mise en danger, d'incendie dans l'internat. Ça, l'internat, c'était bien, c'est dans les films des années 50. Aujourd'hui, ça marche plus du tout. En plus, il y a plus de place. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce qui pose peut-être problème, c'est le diagnostic d'aliénation parentale et anxiogène et sujet à surenchère dans un conflit judiciaire. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est arriver à résoudre les situations avant même de devoir poser ce diagnostic. Alors nous, ce qu'on invite les parents, c'est de ne pas parler d'aliénation parentale, parce qu'évidemment, beaucoup de gens sont persuadés qu'ils sont dans des situations d'aliénation parentale face à un pervers narcissique. Alors, vous décrivez tout simplement, objectivement, les comportements. C'est comme à la police, comme une audition à la police, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. Et là, vous pouvez vous interroger, vous pouvez montrer votre inquiétude, et vous êtes un petit peu face, comme on dit, à des indices graves et concordants. Mais vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychologue, vous n'avez pas à vous substituer aux professionnels pour poser des diagnostics. En revanche, notez bien ce qui se passe chez vous. Et peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit. Vous parlez d'aliénation parentale, mais vous n'avez pas dit que vous avez mis peut-être un verrou sur votre chambre à coucher parce que votre enfant a fouillé dans votre ordinateur et dans vos affaires, que vous n'avez pas dit que votre fille est revenue de chez son père avec une alliance au doigt en disant maintenant que t'es parti, ou que vous avez vu votre fille qui a dit maintenant que t'es parti, on s'en fout, c'est moi la femme dans la famille. Donc il y a des phrases, vous n'avez pas dit que vous avez été frappé par votre enfant, parce que ces choses-là, les parents ont souvent honte, ou alors il y a des choses qui se disent pas, des innommables. Les enfants, ceci, cela, on se focalise beaucoup sur l'autre. Il faut penser que les choses que l'on va dire, c'est dans l'objectif de protéger un enfant. Parce que si l'enfant devient dangereux, c'est un enfant en danger. Donc, il faut vraiment dire les choses de façon complète, mais sans poser de diagnostic. Merci. Je voulais répondre un peu à votre question sur le transfert de résidence. Dans notre groupe de travail, on y avait réfléchi fortement et on avait pensé qu'il était important de proscrire tout transfert de résidence qui alimente de la souffrance supplémentaire à l'enfant. Ça, nous, c'était l'enfant. Comment est-ce qu'il supporterait un tel transfert de résidence? Si c'est pire que le mal qu'il vit, c'était difficile. Donc, il faut faire du cas par cas et voir la situation. Et puis, un deuxième point, je crois que c'est important. Je crois qu'il faut éviter de stigmatiser le parent aliéné. Il faut l'encourager et le convaincre à travailler, à réfléchir à l'intérêt de l'enfant. Et ça demande du doigté, de l'intelligence,
Le parent aliénant, pardon. Le parent aliénant, excusez-moi. La fatigue finit par se faire sentir. Éviter de stigmatiser le parent aliénant. Le faire en sorte que lui faire confiance, lui dire que la situation peut évoluer, travailler avec lui, éviter de lui dire que c'est un mauvais parent, que c'est insupportable. Je crois que c'est vraiment essentiel ça, même si c'est difficile à vivre de la part du parent aliéné, mais faire confiance et l'amener à travailler. Par la thérapie, par tout mode qui permettrait de faire évoluer la situation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Sébastien, thérapie familiale avec dans une telle situation. T'en as déjà pratiqué toi avec les deux parents? Comment tu fais la thérapie familiale dans ces situations-là, toi? Oui, enfin, c'est difficile de dire des généralités, mais en effet, tu poses une bonne question. Y a-t-il des moments où il faut travailler avec tout le monde en présence, quoi? Alors, on se pose toujours des questions parce que là, ça active énormément le conflit loyauté pour l'enfant. Moi, je dirais que, en tout cas, dans un premier temps, il faut déjà inventer d'autres choses pour recréer de la coprésence. On en parlait pendant midi avec Marc Juston. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup de nos dispositifs ne sont pas faits pour l'aliénation parentale. C'est le problème de beaucoup d'AEMO, etc. C'est pas fait pour ça. Donc parfois, non seulement c'est pas utile, mais c'est même contre-productif. Là, je pense par exemple à des mesures d'AEMO dont l'un des objectifs premiers, c'est reprise de contact entre la mère et les enfants. Et bon, l'AEMO va dire, on va prendre la psychologue et on va faire réunion au sommet entre la mère et les enfants, et la psychologue va tout de suite aborder les sujets qui fâchent, les raisons de l'éloignement, tout ça. Inutile de dire que soit ça n'aura pas lieu, soit ça aura lieu une fois et que ça donnera rien. C'est beaucoup trop solennel. Déjà recréer de la coprésence, et donc là, faut être créatif. L'atelier crêpe. Peut-on être ensemble dans la même pièce, pas forcément se parler, être ensemble dans la même pièce, et que les personnes en présence, les enfants, voient qu'il se passe rien. Ils vont pas être maltraités ou souffrir parce que ils sont en présence du parent rejeté. Pourquoi pas le faire en présence du parent aliénant? C'est-à-dire, il y a un moment où il faut que les gens vivent autre chose, adultes comme enfants. J'ai comme ça un souvenir d'un ado qui parlait comme ça d'une des premières réunions où tout le monde était en coprésence. C'était le père qui était aliénant. C'était une aliénation tellement forte que l'idée que transmettait le père, c'est que la mère irradie de la toxicité. Enfin, si on s'approche d'elle, on va fondre. Et là, donc voilà, réunion dans un contexte peu importe. Et l'ado a vu son père très méfiant, très tendu au début. Puis après, il y a la neurophysiologie qui prend son jeu. Le père s'est détendu. Voilà. Puis à un moment, l'ado est surpris, alors qu'il était en train d'avoir un échange avec sa mère, compliqué. L'ado voit que son père est détendu et consulte son téléphone. Voilà une expérience. Mais il y a tous les membres de la famille qui sont là et ont vu d'autres expériences. Et parfois, en effet, Marc Juston l'a rappelé, il faut prendre en charge le parent aliénant. Parfois, le parent aliénant a besoin de le vivre, faire dégonfler, en fait, il faut bien dire parfois ce délire, faire dégonfler. Et c'est un petit peu comme les thérapies d'exposition avec les phobies. Parfois, il faut le vivre pour voir qu'on survit. Et en fait, de revoir mes enfants avec l'autre parent, je le supporte, ça va pas si mal, puis on le fait une autre fois, puis après on parle, puis après on aborde des sujets de plus en plus compliqués, mais il faut accepter l'étape atelier crêpe. Et beaucoup de professionnels ont une vision trop noble de leur profession pour accepter l'atelier crêpe. Et je crois pas que les ateliers crêpes peuvent être imposés par le juge. On va peut-être laisser la parole à la salle.
Bon, j'ai un peu discuté avec Madame au dîner, avec vous, et je venais un peu comprendre la situation que j'ai vue depuis 8 ans maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai envie de faire quelque chose aussi, mais je pense que je dois travailler un peu plus dans quelque chose de plus neutre que travailler un peu, voilà, ne pas trop mettre mes émotions, rester un peu plus neutre. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci pour cette sensibilisation qui est très importante. Une chose que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas de, quand on va être maman ou papa, on n'a pas de, comment on appelle, on n'a pas le mode d'emploi. Merci. Et je pense que dans l'aliénation parentale, quand on va se séparer, on n'a pas de mode d'emploi pour annoncer à ses enfants qu'on sépare. Et je pense que tout commence aussi là, comment le début de la séparation est arrivé, et comment expliquer aux enfants qu'on se sépare, et les paroles qu'il faut employer pour apaiser. Vous parliez qu'il faut donner peut-être des cours de développement psycho-objectif de l'enfant aux professionnels, mais les parents, quand on est devant la situation de divorce, on se sent menacé par la situation, on n'en peut plus, on ne sait plus s'exprimer à ses enfants. Et à ce moment-là, peut-être qu'aussi on favorise déjà un début d'aliénation parce que l'enfant se sent abandonné. Personnellement, mes enfants ont dit au juge, maman nous a abandonnés. Et du coup, ils ont voulu me mettre en protection en me disant, bah, madame, vous allez avoir la possibilité d'un espace rencontre qui est arrivé 6 mois après. Et en attendant, le papa disait, maman est dangereuse, tu ne peux pas la voir. Si je m'approchais, c'était dangereux. Je ne pouvais pas parler aux enfants. Et donc, j'avais pas su dire à mes enfants ce que c'était que le divorce. J'avais pas de mode d'emploi. Donc, tout ce que vous pouvez faire, continuez comme ça. Merci beaucoup. Si moi, je peux transporter ça à une autre dimension près de chez moi pour sensibiliser 2 autres, ce serait génial. Mais je ne peux que vous féliciter. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Je voulais rajouter quelque chose parce que j'avais animé un groupe de travail à la demande d'un ancien ministre de la Famille. Et dans ce groupe de travail, on avait indiqué qu'il serait opportun que les couples qui vont se marier ou les couples qui vont donner naissance à un enfant reçoivent une information laïque sur les conséquences de la naissance d'un enfant, et puis partir du postulat aussi, se marier, c'est aussi se séparer à un certain moment. Un couple sur 2 se sépare. Donc essayer, c'est pas très romantique, préparer les gens au divorce ou à la séparation quand ils se marient ou quand ils donnent naissance à un enfant. C'est pas romantique, mais ça serait très utile parce que l'immense majorité des personnes, des parents, sont désemparés quand ils se séparent. Et moi, j'ai trouvé, on en a parlé tout à l'heure avec Maître, pour moi, ça serait essentiel. Il y a une information religieuse pour ceux qui se marient religieusement, mais l'information, pas une formation, mais une information. Comment ça va se passer, quels sont les risques, qu'est-ce qui se passait pour l'enfant, et dire, il y a des médiateurs qui existent, des avocats qui existent, comment ça va se passer. Voilà. Alors il y a ACNAF qui a créé une formation, une information, se séparer après, être parent après la séparation. Mais très peu de gens vont assister à cette information parce qu'ils sont en pleine séparation, en plein divorce, et que là c'est un peu tard pour s'informer. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. En France, je crois 55% des enfants naissent en dehors des mariages. Donc, quand on regarde les mariages, les unions, ce n'est que la moitié de la population qui va avoir des enfants. Mais il y a d'autres structures qui pourraient effectivement faire de la prévention, de l'information. Ce sont les CAF.
et les écoles d'éducateurs et des parents. Je me sépare, se séparer avec enfant, qu'est-ce que je fais? Je peux avoir aucune, je sais pas, subvention, aide sociale sans être passé par un atelier de formation qui peut être obligatoire pour déposer son dossier à la CAF. Oui, bonjour. J'aurais besoin d'un éclairage un peu plus précis sur ce concept d'aliénation et notamment par rapport au fait que tous ces débats est tourné autour d'une forme de triangulation entre un parent aliénant, un parent rejeté et un enfant unique. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à une fratrie, puisque dans le cas d'une fratrie, j'ai comme impression dans mon expérience professionnelle, c'est qu'il y a une perception des choses que l'enfant a par rapport à la séparation, et chaque enfant a sa propre perception de la séparation. Et est-ce qu'il y a un risque moindre d'aliénation dans ce système familial aliénant, ce qu'on peut dire, ou bien effectivement on rencontre plus ce concept d'aliénation lorsqu'il y a une forme de triangulation entre un père rejeté ou une maman rejetée, un parent aliénant et un enfant aliéné. Alors j'ai pas connaissance d'études sur le différentiel entre ce que vivent les enfants uniques et les fratries. Comme vous l'avez rappelé, chaque enfant vit les choses différemment. Mais de mon expérience, la fratrie est pas forcément aidante, même s'il y a plusieurs points de vue, par définition. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait une fratrie, quelque part, ça accentue. Alors, tu es avec nous ou pas? C'est-à-dire, s'il y a un parent aliénant qui a réussi à aliéner un enfant, ça crée cette coalition. Ça crée un groupe déjà qui est quelque part encore plus, qui est très fort. Et maintenant, il va falloir que tu choisisses. Et donc, dans certains cas, le frère ou la sœur qui a réussi à rester en dehors, maintenant, il a deux recruteurs face à lui. Il a le parent et le frère ou la sœur. Et c'est, il faut le dire, parfois le frère ou la sœur qui est beaucoup plus efficace que le parent. Tu sais, Sébastien, ça me fait penser aux situations de radicalisation violente qu'on a pu accompagner. Et ce qui nous avait frappé, c'est qu'on a pas mal de situations où ce sont des fratries entières qui se sont radicalisées, avec ce phénomène que tu décris bien de réciprocité au sein de cette micro-société qui est la fratrie, qui renforce cette hyper-loyauté à l'idéologie ou parfois en écho à une emprise familiale préalable d'ailleurs. Et à Reims, on peut malheureusement penser aux frères Kouachi. Bonjour, médiatrice familiale aussi. Donc, une petite expérience au niveau de cette question sur les fratries, c'est que ce que j'ai pu observer aussi, c'est parfois dans ce système-là, on va trouver un enfant qui va du coup basculer dans le clan de l'autre. C'est-à-dire qu'on va trouver comme ça une espèce de rééquilibrage de bascule par rapport à un enfant qui est sous une emprise et qui va même générer des saisies devant le juge où il va y avoir un des enfants qui va demander à aller chez l'autre parent. C'est-à-dire que dans tout le système familial, il va y avoir comme ça, comme on parle de l'homéostasie pour que le système perdure et du coup, un enfant va endosser cette fonction inverse. C'est vraiment la parentification de la fratrie, c'est-à-dire que les enfants se répartissent le soin des parents. Puisque les parents se décident pas entre eux, nous, la fratrie, on va se répartir les parents. Bonjour, je voulais savoir, revenir un petit peu sur les interventions dans le cadre des AEMO, donc coordonnées par les juges des enfants, qui souvent réactivent. Seule notre présence, des fois, réactive le conflit, et c'est vrai que souvent on est l'écho de ce qui se passe dans le système familial. Quel est le message qu'on peut faire passer à l'enfant de notre présence? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour, entre guillemets, limiter
cette réactivation du conflit ou de ce qu'il vit entre ses deux parents. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quoi lui dire? Peut-être que vous voudrez intervenir. Moi, je dirais que l'une des difficultés de l'AEMO, c'est que le mandat vise l'enfant. Donc, à différence avec la médiation familiale. Donc, de nouveau, on vise l'enfant selon les objectifs du mandat. Il y a plus ou moins d'entretien avec les parents seuls, d'entretien, de tentatives de médiation entre les parents. Et le risque, c'est que les travailleurs sociaux d'AEMO se retrouvent à travailler principalement avec l'enfant seul ou avec l'enfant et chaque parent. Et là, en effet, on remet l'enfant au cœur des conflits de loyauté, on l'amène à justifier encore ses choix, etc. C'est ce qui explique que, comme je disais tout à l'heure, nos dispositifs sont souvent pas adaptés. Ce que dit la littérature scientifique, c'est que les entretiens avec l'enfant seul, en général, sont soit inopérants, soit aggravent la situation. Puisque l'enfant, en fait, on se sent encore plus obligé de justifier ses choix, ses comportements. Donc, moi, je dirais comment inventer des dispositifs qui visent en fait principalement les parents, d'une certaine manière. Le groupe familial ou principalement les parents, et quelque part, c'est ça je pense, la force de la médiation, c'est que ça s'adresse principalement, parfois même exclusivement aux parents. Et dans les bons cas, d'ailleurs, des parents disent, même s'ils y sont allés en traînant les pieds, j'ai connu plusieurs fois des parents qui m'ont dit quasiment la même phrase. C'était dur, mais je me sens restauré comme parent. Avant, j'étais comme un enfant, en fait. Et dès qu'il se passait quelque chose, j'appelais mon avocat, etc. Là, maintenant, on est de nouveau des adultes. On est de nouveau des parents. C'est dur, mais ça se passe entre adultes, ça se passe entre parents, et on restaure la frontière entre l'étage des parents et l'étage des enfants. On a la malchance en France que la médiation peut pas être obligatoire, contrairement à d'autres pays. Donc on est obligé de convaincre, etc. et même d'encourager pour que ça se poursuive, parce qu'il y a des arrêts parfois en cours. J'ai l'impression qu'il y a un des arguments qui parfois fait mouche chez les parents, c'est oui, c'est dur. Oui, les séances de médiation sont dures. Vous devez entendre des contre-vérités, c'est très dur. Mais imaginez que toute cette charge-là qui se passe entre vous et l'autre parent, eh bien, vous en dispensez l'enfant. C'est un peu un raisonnement d'électricien. S'il y a plus d'échanges entre vous, si la charge ne passe pas entre vous, ça passera nécessairement par l'enfant. Il n'y a pas de prise de terre dans les systèmes familiaux. Et donc, dites-vous que là, ce que vous avez fait, c'est un don énorme pour vos enfants. Parce que il n'y a pas que le parent aliénant qu'il faut convaincre d'aller en médiation, il y a aussi le parent aliéné. Parfois, se dit, mais j'ai vécu l'horreur pendant des mois, des années. Il m'a fait les pires coups. Il a remonté contre moi des anciens amis, des collègues. Et maintenant, je devrais aller en médiation et faire comme si on avait été à égalité et que, il faut aussi trouver des arguments pour convaincre le parent rejeté. Bien, alors il me reste peut-être 2 minutes pour vous annoncer la prochaine journée du réseau Virage, vendredi 29 novembre, autour des rhétoriques de l'extrême, avec en invité de marque, on va dire, un ancien connu, Gérald Bronner, sociologue qui a travaillé notamment sur l'emprise sectaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.